Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien. Alors nous allons continuer nos histoires. Il nous en reste 5 à lire sur Zama et Zita, la dame de la rivière. Notre prochaine histoire, c'est l'arbre étoilé. Tous deux amoureux de la nature passaient quelques jours chez une tante de Zita dans le nord de l'île. Zama et Zita avaient entendu parler d'une histoire ô combien invraisemblable qui racontait qu'un arbre de la forêt rêvait de devenir une étoile. Cette forêt ne leur était pas inconnue. Ils y jouaient à souel serré, s'amusaient à grimper à ces arbres, à cueillir des bois doux, des mangos, des caïmites, ces autres fruits. Quelques rares guêpes rouges rescapaient des épandages et accrochaient leur nid. Non loin d'une rivière, nos compères avaient même construit une cabane avec des branchages et des cartons. Ils pouvaient observer les libellules aux ailes irisées déposer leurs œufs à la surface de l'eau. Le reflet de la nature dans cette eau calme dévoilait sa grande beauté. Une nuit, accompagnés de leur ami Nico, le petit Manicou, ils tentèrent une incursion dans la forêt pour retrouver l'arbre aux drôles de rêves. Ce dernier aurait un rendez-vous avec les étoiles. Le cri des bêtes de nuit était de plus en plus intense à mesure qu'il avançait dans la forêt. Ils étaient courageux et téméraires. L'opacité de la nuit donnait aux arbres une force inquiétante que le jour n'offrait pas. Certains bruits leur paraissaient étranges, leurs sens étaient en alerte. La peur grandissait en eux. Zita sentit une présence étrange se rapprocher d'elle. Un souffle chaud caressa son petit cou. Elle stoppa net sa marche. Ses petites jambes frêles la portaient à peine. Toutes les histoires qu'elle avait entendues racontées par les grandes personnes ne la rassuraient guère. Prise de panique, elle se mit à crier et à se débattre pour se débarrasser de cette chose. Était-ce un cheval trois pattes, une diablesse des rivières, un kidnappeur d'enfants? Rien de tout cela. Nico leur avait encore fait l'une de ses farces. Zita, poing étant serré, restait immobile. Elle brûlait d'envie de ne faire qu'une bouchée du Manicou, et sa colère avait diminué pour laisser place aux éclats de rire. L'ambiance s'était détendue. Tous devenait la nuit. On sait qu'elle nourrit l'imagination des enfants comme jamais le jour ne peut espérer de faire. Nico, ce petit nocturne, se déplaçait la nuit avec l'agilité d'une mangouste. Zama et Zita pouvaient compter sur lui pour leur montrer le chemin. À cette heure, inutile de chercher un quelconque colibri aux zizi ou zizizèbes. Les oiseaux, nichés sur les hautes branches des arbres, se reposaient. Au pipiri chantant, ils s'envoleraient pour trouver leur nourriture. Les lézards, appelés Andoli, s'étaient déjà endormis fortement accrochés à leurs branches. Les mabouillas, petits lézards blancs nocturnes, avaient pris le relais dans la chasse aux insectes. Chemin faisant, Zama sauva un bébé chauve-souris tombé d'un arbre et le posa sur la branche d'un jeune mahogany. L'arbre aux étoiles serait proche au tir de certains animaux croisés en cours de route. Plus loin,
se tenait un concert de bambou. Le claquement émis par ces roseaux était semblable au son des percussions. Les plus petits d'entre eux paraissaient jouer de la flûte. Les migales, véritables chefs d'orchestre, étaient toutes vêtues de noir. Après avoir franchi un quai, Zama hésita à entendre un bruit provenant d'un groupe de lys qui répandait un parfum enchanteur. C'était un petit arbre auréolé de centaines de lucioles, un bébé cocotier pas plus grand que 2 fruits à pain. C'est toi, l'arbre qui fait rejoindre les étoiles, lui demanda Zama. Oui, c'est moi. Ce soir, je toucherai le ciel et serai à mon tour une étoile. Mais c'est impossible, s'exclama Zita. Grâce à l'effort, à la persévérance, rien n'est impossible. Je te le dis, moi le petit cocotier. Nombreux étaient les arbres de la forêt, mais rares étaient ceux qui rêvaient un jour de devenir une étoile. Les étoiles scintillaient dans l'immensité du ciel, comme pour inciter les hommes à être plus humbles. Petit arbre, plus que jamais, voulait réaliser son rêve. Rien ne pouvait l'arrêter. Il se mit à grandir de plus en plus vite, de plus en plus haut. La route était si longue que Petit arbre avait soif, Petit arbre avait faim. Alors, il fabriquait son eau et sa nourriture en quantité suffisante pour un si long voyage. C'est ainsi qu'apparurent les cocos sur les cocotiers. Petit arbre souhaitait tant toucher le ciel qu'une fois arrivé tout en haut, il déploya sa belle et grande chevelure. Une nouvelle étoile était née et scintillait aux côtés de ses sœurs scintillant dans la voûte céleste. Petit arbre avait grandi et était devenu un immense cocotier. L'arbre étoilé rayonnait désormais dans le grand ciel de la nuit. Son rêve s'était réalisé. Zama, Zita et Nikou venaient de vivre une belle histoire sous une pluie d'étoiles. Et oui, voici la question de l'histoire. Le cocotier est un arbre, une étoile ou une herbe? Maintenant, nous allons lire Cadeau du ciel. En ce beau mois d'avril, la chaleur envahit les campagnes et les villes. Les sols humides des jours passés s'assèchent et se fissurent. Ce matin à l'école, la sonnerie vient de retentir. La sécheresse est au centre des discussions auxquelles prennent part Zama et Zita. De nombreuses coupures d'eau ont eu lieu très tôt. Les familles ont donc dû faire face à cette épreuve imprévue. Dans les rangs, certains n'hésitent pas à taquiner leurs camarades en leur demandant si elles ont pu faire leur toilette ou se brosser les dents avant de partir à l'école. Les plaisanteries vont bon train. La chasse aux mauvaises odeurs provoque de nombreux éclats de rire. Malgré le silence demandé par l'enseignante, les moqueries reprennent de plus belle. Foran, un élève qui adore le jardinage, dit s'être baigné avec l'eau de l'arrosoir grâce au réservoir d'eau. Méline a fait sa toilette grâce aux réserves d'eau stockées dans des bouteilles en plastique par ses parents. Dylan, qui habite près de la mer, en a profité pour faire quelques brasses. Axel, de famille aisée, s'est baigné dans sa grande piscine
cuisine. Chez Zita, les grandes herbes vertes qui ont pour habitude de mener la vie dure à la lame de la bouillante débroussailleuse de son père agonisent sous le feu d'un soleil ardent et sans pitié. Les plaines desséchées forment de vastes étendues jaunes. Zama observe la rivière, située non loin de chez lui. Elle est réputée pour ses crues dévastatrices au moment de la saison des pluies. Aujourd'hui, la voilà réduite à un mince et ridicule filet d'eau. Nico, leur compagnon opossum, aime passer son temps à taquiner ses amis crapauds en les éclaboussant d'eau de pluie. Mais depuis le début de la sécheresse, ces jeux se font de plus en plus rares. Leur peau si délicate et si sensible aux rayons du soleil les contraint à s'enterrer. Il n'y a que la pluie qui puisse les inciter à sortir de leur abri. En ces temps de sécheresse, la bassine d'eau du chien de Zita se transforme en une véritable pataugeoire dans laquelle les batraciens n'hésitent pas à faire trempette. Heureusement, certains animaux comme les andouilles trouvent ce climat leur goût et s'amusent à se poursuivre sur les rochers baignés de ce soleil brûlant. Même les bougainvilliers sont heureux de montrer à cette occasion leurs plus belles robes aux couleurs éclatantes. Le carême est bien là. Déjà 15 jours se sont écoulés sans qu'une seule goutte de pluie ne vienne arroser les terres. Tama et Zita savent que le sud de l'île, là où le relief est moins marqué, est particulièrement frappé par la pénurie d'eau en raison de son manque de relief. Une amie, dont les parents sont agriculteurs dans le sud, semble inquiète car la récolte risque d'être mauvaise. Fort heureusement, le bétail assoiffé peut encore se désaltérer dans les retenues d'eau prévues en cas de sécheresse. Après une journée rendue difficile par l'intensité de la chaleur, la sonnerie du soir fait le bonheur de tous. Tama et Zita, à leur habitude, quittent l'école ensemble, longent la rivière et observent des tilapiens qui nagent désespérément dans quelques centimètres d'eau. Les évaporations d'eau ont été telles que le ciel se met à gronder et à lancer de terribles éclairs. Le soleil est soudainement caché par de gros nuages gris et des trombes d'eau s'abattent sur la Martinique. Surpris, des parents accourent pour mettre leurs enfants à l'abri. Certains se plaignent même de ce mauvais temps semblant déjà oublier la sécheresse. Les oiseaux s'abritent dans le feuillage des arbres, attendant patiemment l'heure de pouvoir se trémousser dans les flaques d'eau. Dans la rivière, les tilapiens attendent la montée des eaux. Les crapauds, jusque-là discrets, chantent de concert de leur voix sans pareil. Zama et Zita, sans parapluie ni imperméable, sont malgré tout heureux de revoir la pluie, cette pluie que la nature a tant espérée. Cette eau qui, une fois traitée, permettra à chacun de boire et de se baigner à sa guise. Nos deux amis ont compris que l'eau peut manquer et qu'il est devenu impératif de ne pas la gaspiller. Zama et Zita ne craignent pas la pluie car ils savent que l'eau est un précieux cadeau offert par la nature. D'où vient l'eau potable? Et oui, d'où vient l'eau potable? Nous allons maintenant lire la prochaine histoire qui s'intitule Sirop miel. Les premières répétitions de gros papier s'entendent jusque dans les quartiers les plus reculés de la ville. Le son des tambours annonce l'arrivée prochaine du carnaval.
loisir de s'imaginer lutter contre deux redoutables ennemis. Malheureusement, cela ne sera possible que dans les rues de la ville durant les jours gras. Se déguiser en un insecte produisant du miel durant toute sa vie, quel intérêt? Demande-t-il. Tu préfères te déguiser en une araignée hideuse et t'amuser à faire Tarzan, le justicier de la ville suspendu à une liane, lui lance Zita d'un ton moqueur. Et toi, Zita, tu serais l'abeille gardienne de la ruche. Au fait, tu la protégerais de quoi? Des guêpes, des bourdons? Je te fais remarquer, ma petite araignée poilue, que les abeilles se font de plus en plus rares dans notre quartier. Sais-tu seulement demander pourquoi? Je les ai peut-être piégées dans ma toile pour préparer de savoureux repas. Ou alors, elles font grève. Normal, toute leur vie, elles font le ménage, la nounou, elles fabriquent des alvéoles, elles sont gardiennes et en fin de carrière, elles vont butiner. À moins que leur véritable ennemi ne soit l'homme. Et si on nous unissait pour rechercher la vérité, propose Zita. Bonne idée, une abeille et une araignée à la recherche des abeilles disparues. C'est un beau titre de film, non? Nos deux héros se sont lancés un nouveau défi. Heureusement, leur détermination et leur amour pour les choses de la nature sont un atout indiscutable. Si elles ne viennent plus, c'est qu'elles n'ont plus de nectar à récupérer dans le secteur des Glarzama. Pourtant les jardins sont fleuris, fait remarquer Zita. Ah ouais, pas tant que ça. Quelques pots de fleurs sur les balcons, du béton ou du gazon place chaque jour les jardins créoles. Ce n'est pas suffisant pour attirer les abeilles, ajoute Zama. Il leur faut des fleurs, beaucoup de fleurs. Il n'empêche que les butineuses venaient ici autrefois, fait remarquer Zita. Exact. As-tu remarqué le panneau de l'autre côté de la route? Demande Zama. Non. Zita, figure-toi qu'il y a un projet de construction d'appartements de l'autre côté de la rivière. Viens, allons voir, propose-t-elle. Arrivé sur les lieux, le spectacle n'est pas beau à voir. C'était presque apocalyptique. Ce grand terrain planté de jujubiers, de mandarainiers, d'orangers, de manguiers, de goyaviers n'était plus qu'un triste souvenir. Même le majestueux centenaire Gaïe Zamana a été détruit par des pelleteuses qui règnent désormais en maître. La terre y est toute retournée, ce qui ne manque pas d'attirer les pique-bœufs à la vue du moindre ver. D'ailleurs, c'est l'un de ces grands hérons blancs qui informe nos deux enquêteurs qu'un essaim d'abeilles a fui le site pour se réfugier dans une vieille case abandonnée. Leur nouvelle habitation n'est pas très loin. Après quelques minutes de marche, ils repèrent facilement la case. Zita, tu entends le bourdonnement? Elles sont là. Zita, Zama, ne t'approche pas trop près. Elle pourra te piquer. Je vois la ruche. La bonne odeur de miel. Viens voir Zita. C'est incroyable. Ça grouille d'abeilles là-dedans, s'exclame-t-elle. Dire qu'une ruche en compte près de 50 000, dit Zama. Et elles sont toutes dirigées par une seule et unique reine. C'est beau le pouvoir des filles, ajoute Zita d'un air taquin. Je te fais savoir que ces abeilles sont toutes ses enfants et qu'elle les fait travailler jusqu'à épuisement, reprend Zama. Je constate que toi, l'homme araignée, tu n'aimes pas l'organisation. La reine n'a pas le choix pour la survie de sa famille. D'ailleurs, si elles ont déménagé, c'est certainement parce qu'il n'y avait plus assez de nectar à portée de main. Ici au moins, et sans avoir trop de distance à parcourir, les butineuses peuvent rapporter le pollen et le nectar pour la fabrication du miel. Zita, je crois que nous avons résolu le problème.
Je sais ce que je prendrai au petit déjeuner, déclare Zama. Moi aussi, j'ai une envie de miel. Au fait, tu refuses toujours de te déguiser en abeille, demande Zita. J'aime bien l'araignée, mais cette fois, les abeilles ont besoin de nous, affirme Zama. Plus tard, sur le chemin du retour, ils entreprennent de demander aux gens du quartier de fleurir et de planter des arbres fruitiers afin de permettre aux abeilles de venir les butiner. Waouh, c'était une superbe histoire. Et maintenant, la question de cette histoire, c'est que faut-il aux abeilles pour fabriquer du miel? Nous continuons notre histoire, notre avant-dernière. Eh bien, ce sera notre avant-dernière histoire. Nous voyons l'histoire du bâton de feu. Ici, votre colonel. Et non, ça commence ici. Moustique appelle la base. Moustique appelle la base. Ici, votre colonel. Parlez, moustique. Cible en vue, mon colonel, cible en vue. Mais nous avons... Bravo, moustique, rappelez-vous. Votre mission est de ramener, coûte que coûte, le bâton de feu. Votre passager, professeur Gros-Tête, est un de nos meilleurs spécialistes en botanique. Il vous guidera dans vos recherches. Mon colonel, nous avons une fuite de kérosène. Nous devons faire un atterrissage d'urgence. Faites du mieux que vous pouvez, mon cher moustique. Nous sommes avec vous. Vous seul pouvez mener à terme cette mission. Nous rapprochons du sol des fleurs géantes. Ah! Le vieux MS-406 de moustique échoue dans un champ de fleurs à quelques centimètres d'une grande maison faite de bateaux de glace et de branchages, ainsi que de cartons d'emballage de jouets. Moustique et le professeur Gros-Tête s'en sortent de justesse. Devant la maison se trouve une Jeep en bon état de marche. Une fois le matériel embarqué, boussole, garde, talkie-walkie et machette, Moustique et le scientifique prennent la route. D'après la carte, ils doivent franchir un champ d'hibiscus. Regardez, cette fleur rouge là-bas, c'est un hibiscus. Les colibris l'adorent. Et ce magnifique bouquet de fleurs jaunes juste à côté, c'est mon soleil, ajoute le professeur. Cette dernière remarque fait douter des moustiques de la bonne santé mentale du professeur. Sa chute en avion lui aurait peut-être causé quelques soucis. Ces fleurs jaunes sont des alamandars, reprit fièrement Moustique. Je sais, mon ami, rassurez-vous, je ne suis pas devenu fou. Je faisais juste un peu de poésie. Entre-temps, le professeur s'est rapproché de l'une de ces fleurs. Derrière vous, une énorme chenille, s'écrie Moustique. De couleur jaune et noire, ses mandibules grisaillaient une à une les feuilles de l'alamanda gorgées d'une sève laiteuse. Sur son postérieur pointait vers le haut une antenne noire. N'ayez crainte, elle est inoffensive. Une fois qu'elle se sera bien nourrie de cette feuille, elle donnera un magnifique papillon de nuit, s'exclame le professeur. De quoi effrayer ma grand-mère, pense Moustique. Après avoir repris la route, il passe à travers des champs d'anthurium, de roses, de porcelaine et d'oiseaux du paradis. La dernière étape est l'allée Orimédrasie. Ce lieu est fort apprécié car on y trouve des plantes médicinales. Leur voiture, tout terrain, y fonce à toute vitesse.
La mission doit être menée à son terme et le bâton de feu ramené coûte que coûte, ordonne le colonel. Leur file, et nombreux sont ceux qui comptent sur cette œuvre. Malheureusement, le véhicule vient percuter un objet inconnu avant d'aller s'embourber dans un gigantesque nid de fourmis rouges, ce qui a pour conséquence fâcheuse de faire sortir ses habitants peu commodes. Moustique doit redoubler d'efforts pour s'extraire de ce lieu inhospitalier. Les énormes crochets de ces fourmis, insensibles à la poésie du professeur Gros-Tête, claquent à tout rompre. La mission est en danger. Une seule solution s'offre à eux. Fuir et laisser la voiture en pâture à ces féroces insectes. Le professeur, la peur au ventre, court loin devant le pilote d'avion. Essoufflé par ce marathon, ils arrivent enfin à l'allée des Ébrasiers. Le bâton de feu qui leur a causé tant d'ennuis n'est plus très loin, posé sur une branche. Il est reconnaissable à sa couleur rougeâtre. Moustique le cueille délicatement et en compagnie de Gros-Tête part le remettre en main propre. Nos aventuriers invités à partager un dîner labouré à la table du colonel reconnaissent aussitôt le bâton de feu dans leur assiette. À la première bouchée, le feu brûle leurs lèvres et rien ne peut les adoucir. Ce bâton de feu n'est autre qu'un piment que les parents de Zamal leur ont demandé de cueillir dans le jardin. L'imagination des enfants ne pouvait les conduire à penser à quel point un piment peut déclencher un incendie dans la bouche. Pourtant, dans les campagnes, on ne peut concevoir un plat savoureux sans ce fameux bâton de feu. Ah là 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 là. Alors notre question. Que peut-on trouver dans un jardin créole? Et mes amis, nous sommes arrivés à notre dernière histoire typique. Notre dernière histoire qui est la Turbo Blanche. Ce mercredi matin, Nico, allongé dans le creux d'un arbre à pain comme s'il s'agissait d'un hamac, a choisi de le lambiner. À cet instant, bailler semble être son sport favori. Et si toutefois on vient le lui reprocher, il répondra sans embâche qu'il médite en observant les paysages. En effet, une telle réponse peut paraître suspecte si peu enclin à la réflexion à ce moment de la journée. Pourtant, son emplacement, choisi stratégiquement, lui offre une vue panoramique qui ne peut qu'inciter à s'interroger. Comment est-il possible qu'il y ait une telle diversité de paysages sur une si petite île? Il suffit pour s'en rendre compte d'observer dans le nord le volcan endormi caché par les pitons du Carbet. Entre les deux, dans la vallée, s'écoulent de nombreuses rivières. Le sud, pour sa part, est le pays des plaines avec ses rivières et ses mangroves. Autant la végétation est luxuriante dans le nord, autant elle est plutôt rase dans le sud. Cependant, Nico semble inquiet de voir les paysages se transformer avec le temps, certes à cause des cyclones, mais surtout du fait des hommes. Les constructions envahissent l'île. Les collines et les mornes sont blessées régulièrement à coups de pelleteuses. Les arbres y sont progressivement remplacés par des immeubles. À la vitesse où poussent ces gros blocs de béton, les manicots comme Nico risquent de ne plus trouver de coin tranquille ou flâner au creux d'un arbre. Néanmoins, au-delà de tous ces inconvénients,
d'imagination dont savent faire preuve les enfants leur permettent de s'inventer des jeux dans ces nouveaux espaces de vie. D'ailleurs, Nico prend plaisir à les regarder s'amuser au pied des immeubles, sous le regard bienveillant de leur mère, postée discrètement derrière les jalousies. Un immense trottoir en pente dessert les nombreuses entrées. Seule voie d'accès aux différentes cages d'escalier recouvertes de graffiti. Les enfants préparent une compétition de planches à caca bougie. Pour y participer, ils ont besoin d'une simple planche en bois et d'une bougie. Il suffit juste de bien imprégner la face basse de la planche avec la cire de la bougie pour en faire un redoutable bolide capable de dévaler une pente en un temps record. Une dizaine de planches sont prêtes pour la glisse. Sita donne le signal du départ. Feu! Assis sur sa planche, récupérée dans le placard de sa chambre, Pierre pose de toutes ses forces avec ses petites mains. La planche glisse si vite qu'elle touche à peine le sol. Mais tous n'ont pas à maîtriser, plusieurs enfants font du hors-piste ou se percutent. Sa main est en seconde position. Nico, du haut de son arbre, peut entendre le frottement de ses boulettes sur le béton. Pierre, toujours en tête, pilote une planche peinte en rouge, bien plus lourde que celle des autres. Il est maintenant presque allongé sur son terrible engin. Sama, quant à lui, ne désespère pas sur sa planche couverte d'autocollants de ses joueurs de foot préférés. À cet instant, alors que la victoire de Pierre semble presque acquise, un chien Larry vient se mettre au beau milieu du trottoir. L'affolement est total. D'autres compétiteurs arrivent derrière Pierre à toute vitesse. Mâche! Crie Pierre pour chasser l'intrus. Mâche! Le chien, maigre comme un tasseau, ne comprenait guère ce qui se passe. Le danger est imminent et le choc risque d'être très violent. Les mères qui ne quittent pas des yeux leurs enfants doivent déjà être affolés. Heureusement, le talentueux pilote réussit à faire une sortie de trottoir et à se déborder sur l'herbe. Sa main arrive et ne peut plus freiner malgré ses grosses chaussures et frôle l'animal. Pierre n'a pas dit son dernier mot. La planche entre les mains, il bondit sur le trottoir et reprend sa course. Sa main, surpris, est ravi de voir sur la piste ce compétiteur acharné. La planche rouge remporte la victoire et Pierre est déjà prêt avec les autres à prendre un nouveau départ. Nico s'est régalé du spectacle de cette course trépidante. Il espère que les enfants, ces adultes de demain, respecteront davantage l'environnement que les adultes aujourd'hui. Voici la question par rapport à cette histoire. À cette dernière histoire, il y a-t-il des plateaux en Martinique? Je vous remercie énormément d'avoir écouté cette histoire, qui est une édition Gabon. Merci mes chers amis.